Et pour la dernière partie de notre rendez-vous de l'information du jour, un mot de culture et de 7e art, ça ne peut pas faire de mal. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Écrivez celui que les Algériens surnommaient le grand frère, sa profession psychiatre, militant, et encore le mot est faible, son nom, Frantz Fanon, le 6 décembre dernier, marquait les 63 ans de sa disparition. L'intonation de ses textes, que cela soit l'an 5 de la Révolution algérienne, Peau noire, masque blanc, ou Les damnés de la terre, sonne comme une brûlante actualité. Mais Frantz Fanon représentait davantage un film dans nos salles depuis le 29 novembre dernier, intitulé sombrement Dr Frantz Fanon, réalisé par Abdelnour Zahzah, qui nous a fait le plaisir d'être des nôtres. Bonsoir Abdelnour. Bonsoir. On a beaucoup de choses à nous dire autour de cette figure de Frantz Fanon, mais avant, je vous propose un court extrait du film. Avant d'arriver à Blida-Joinville, j'ai déjà soigné les Algériens en France. Et même avant, je connaissais les Algériens. Mais à Blida-Joinville, nous ne mélangeons pas les musulmans et les Français. Nous y sommes tous joyeusement et gratuitement accueillis. Dans le monde de la psychiatrie, les Porot, Bardona sont plus connus que votre Toscaïès qui joue au foot avec ses malades. Allez, monsieur du gouvernement, ils disent qu'il n'y a pas la guerre en Algérie. Ils croient quoi? Que la police, elle va remettre l'ordre tout seul? Moi, je vous le dis, docteur, c'est la guerre. Et quand ils s'en apercevront, ça sera trop tard. Il est où, maintenant, votre docteur envoyé par Dieu? Rien ici ne vous appartient. Visage désespéré, ventre résigné. Et qu'importe si ce pays est beau, et je préfère m'arrêter là. Abdelnour Zahzah, réalisateur du film, vous êtes spécialiste de Fanon, vous avez fait également un documentaire sur le service de Fanon à Blida. Alors première question que j'ai envie de vous poser, pourquoi faire un film sur Fanon en 2024? Parce qu'il manque Frantz Fanon, il manquait aux images. Il est mort très jeune, à 36 ans, et à partir de l'âge de 28 ans, il a vécu dans la clandestinité. Donc nous connaissons Fanon qu'à travers les photos, et c'était un fantasme de le voir personnifié dans un film, bouger, travailler, vivre. Je pensais que ça faisait plaisir aux Algériens. Vous avez mis du temps à faire ce film, vous avez plusieurs fois peut-être changé d'équipe, vous avez porté ce projet depuis pas mal d'années, vous vous êtes battu pratiquement pour le rendre concrétude. Oui, c'était compliqué. Déjà, Frantz Fanon, de par son statut, son aura, etc., il est très exigeant. Donc déjà, l'écriture du scénario a exigé énormément de temps. Et ensuite, après le montage, etc., financé de la production, et lorsque nous étions prêts à tourner, le Covid s'est installé dans le monde entier, mais un peu plus en Algérie, j'allais dire, et surtout à Blida, où il a commencé, et à l'hôpital où nous avons choisi de tourner. Donc ça nous a bloqué 18 mois à peu près, et toute la préparation qu'on avait faite est tombée à l'eau. Il fallait refaire une autre préparation, et nous n'avons pu tourner qu'en novembre 2022. Voilà, c'était compliqué. Compliqué. Alors, Abdelnour Zahzah, l'histoire du film, le mot du film, ça se passe entre 1953 et 1956. Fanon est nommé au service psychiatrique de Blida et tout de suite il est témoin du procédé d'aliénation dont est traversé de nombreux patients, notamment les patients entre guillemets musulmans. Il a tout de suite affaire au stigmate de la psyché dû au colonialisme. Et vous le montrez assez bien dans le film. Je vous remercie, j'espère bien. Parce qu'au fait, Fanon permettait de raconter qu'est-ce que c'est que la colonisation. On a beaucoup fait des films sur notamment la bravoure des Algériens, les décolonisateurs, qui sont les Algériens. Mais on n'a pas, à mon avis, c'est pour ça que j'ai fait ce film, on n'a pas analysé encore la colonisation vue de l'intérieur, qui se basait entre autres sur une médecine coloniale et colonialiste,
y compris dans le domaine du psyché et de la psychiatrie, et symbolisé dans cet hôpital de Blida qui a été créé par des médecins adeptes de coloniaux et adeptes de la théorie du primitivisme. C'est-à-dire, en fait, primitivisme, pour dire un mot rapidement, enfin, vulgairement, parce que je suis sûr qu'il y a des psychiatres qui sauront l'expliquer mieux que moi, c'est-à-dire qu'en fait, la psychiatrie colonialiste disait que le cerveau de l'arabe était primitif et traversé d'abord par des pulsions, au lieu du cerveau européen qui était plus dans la lucidité, dans le rationnel, dans des choses... C'est exactement ça. Ils ont écrit, théorisé, à partir de recherches, pour eux, solides, basées sur la neuropsychiatrie. Ils ont défini l'Algérien comme dépourvu de morale, d'intelligence abstraite et impulsif, donc tueur, violeur, voleur, voilà. Ça nous rappelle certaines affaires. Oui, le colonialisme a toujours trouvé des justificatifs, que ce soit surtout sur le plan médical. Et ces théories, au fait, je viens de vérifier ça sur Internet, ils ont été réédités jusqu'aux années 70. Ça veut dire ils ont été écrites dans les années 20. Ça venait de l'école de psychiatrie d'Alger. L'école d'Alger de psychiatrie d'Alger, parce qu'elle était rattachée à l'université d'Alger, qui était la fac centrale actuellement, qui est une fac très raciste. C'est là qu'on enseignait la médecine et c'était une médecine spécialisée dans ce pays qui était colonisé, qu'est l'Algérie. Ce que vous montrez justement dans votre œuvre, c'est qu'il y a un effet ou un lien direct, que le colonialisme d'abord a un pouvoir sur la psyché avec ce morcellement de l'identité, cette forme d'aliénation. En fait, l'Algérien de l'époque ne savait plus trop où il en était par rapport à son identité, par rapport à son anthropologie, par rapport à son patrimoine. Et il y a une figure dans votre film qui symbolise parfaitement ça, Julie, qui est une fille algérienne, Juliette, pardon, qui est une fille algérienne qui a été adoptée par des Français. Mais en fait, son nom n'est pas Julie, mais en fait Emina. Et elle est dans un processus comme ça d'aliénation et qui la trouble beaucoup. Vous le montrez parfaitement dans votre œuvre. Oui, je vous remercie. J'ai essayé, parce que cette séquence, cette sous-histoire, on va dire, c'est la seule que j'ai créée dans le scénario pour... Elle est fictive, elle n'a jamais existé. Elle est fictive. Mais en fait, ça symbolisait bien la dépersonnalisation absolue de l'Algérien, qui était nié. Fanon, il était encore gentil quand il disait il y a des quartiers européens et des villages nègres. Au fait, les Algériens, la colonisation, c'est le propre de la colonisation. Le peuple colonisé est un peuple qui n'existe pas. C'est des ombres, c'est des silhouettes. Et Fanon a eu le courage de dénoncer ça, non seulement à partir d'un pays colonisé, qui était l'Algérie, mais à partir de l'hôpital, qui est le bastion de ces théories. Et par le travail d'abord, et plus tard par les textes, notamment dans Les damnés de la terre, etc. Mais la réponse, je pense, elle lui fut donnée, ça l'a beaucoup aidé, du 1er novembre 1954. C'est là qu'il a commencé à réfléchir qu'il y a... Au fait, ces gens-là existent, puisqu'ils se survoltent, donc ils existent. Et Fanon, il est révolutionnaire, c'est où il esquisse un profil psychiatrique, voire scientifique, du colonisé. D'ailleurs, c'est montré dans ses ouvrages, où il montre quand même que cette colonisation, cette volonté d'asservissement avait, mettant en souffrance grandement le colonisé. Et même le colonisateur, parce que vous montrez dans votre film, même le commissaire, par exemple, qui s'adonne à des tortures, qui lui-même aussi pris dans la tourmente de la colonisation et qui en souffre. Oui, c'était Fanon a démontré ça, c'est dans son 5e chapitre des damnés de la terre, guerre coloniale et troubles mentaux, où il dénonce bien sûr la maladie. En tous les cas, c'était pas sain du tout. La colonisation, c'est pas... Il le dit, c'est un milieu anxiogène et maudit. C'est comme ça qu'il l'a qualifié dans sa lettre de démission quand il allait rejoindre le FLN et la LN en lutte. Et bien sûr, il en parle, il dénonce même en humaniste, en médecin,
la maladie des colonisateurs, y compris comme les policiers, etc., et qui demeurent malheureusement. Ça reste jusqu'à aujourd'hui. C'est une brûlante actualité. Un mot de Fanon. Dans votre film, lors des premières séquences, on voit un Fanon, donc le protagoniste, qui est seul. Il est traversé par une solitude. Il est mal compris de la part de l'administration coloniale, mais également, il faut le dire, des Algériens de l'époque. On ne comprend pas ce médecin révolutionnaire qui veut justement aller vers l'ouverture, parce que lui, il dit que plus on va vers l'ouverture, plus on essaiera d'apporter un peu de baume aux malades. Et c'est une symbolique très forte avec l'indépendance de l'Algérie, parce qu'on s'ouvre justement, dès qu'on s'ouvre, on se libère. C'est très bien vu, merci. Au fait, oui, Fanon, il arrive, on lui accorde un service. L'hôpital était partagé, hommes-femmes, comme toujours, mais surtout musulmans, comme on nous appelait, et français. Donc Fanon, d'abord, prend un service de femmes françaises, le service de Clérambault, et après, on lui cède un pavillon disciplinaire, un pavillon arabe, comme on l'appelait, avec des infirmiers arabes, etc. Et puis, ces Arabes, ces Algériens, nous, qu'on ne nous appelait pas, on n'était même pas Algériens, indigènes, ils sont méfiants à l'égard de Fanon, parce qu'ils ne parlent pas leur langue. Et Fanon, il comprend, il finit par comprendre ça, parce qu'il voit que toutes ces méthodes de psychothérapie institutionnelle, ça veut dire la musique, le travail, etc., dans une tentative d'humaniser la psychiatrie et de soigner l'hôpital, comme il le disait, ça fonctionnait un peu chez les Françaises, mais pas chez les musulmans. Et au fait, il comprend, très intelligent, Fanon, il comprend vite que, parce qu'il parle français, donc il est assimilé par les Algériens aux colonisateurs. Parce qu'ils ne parlent pas leur langue. Au fait, le temps qu'ils comprennent. Mais après, quand il a compris ça, il a ouvert la mosquée. Il a commencé par ouvrir la mosquée qui existait à l'hôpital. Là, on voit qu'il ne suffit pas d'être un scientifique ou un médecin et de placer des schémas froids sur les individus, mais il faut avoir aussi une dimension humaniste. Et Fanon l'a complètement, parce qu'il comprend que l'approche envers les malades européens et algériens de l'époque, donc musulmans, n'était pas la même, parce qu'il fallait en prendre certaines caractéristiques. Oui, non seulement c'était pas la même, mais surtout les médecins, il faut dire maintenant ça paraît évident, ça paraît... Mais à l'époque, dans les années 50, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas encore les... Vous le montrez parfaitement avec la... Il y avait exactement, les médicaments, c'était l'enchaînement. On enchaînait les malades, et les médecins, surtout les médecins-chefs comme l'était Fanon, ne croisaient jamais les malades. Il y avait des intermédiaires entre eux, c'est les infirmiers, c'est les apprentis psychiatres, etc. Et Fanon a laissé cette image qui restait très vive dans la mémoire des blidéens, en tout cas, des hospitaliers. En fait, c'était le médecin qui est rentré dans une cour pleine de malades et où il touchait les malades. Et au fait, la psychiatrie de l'époque, la psychothérapie institutionnelle, c'était juste... Ça paraît maintenant très simple, mais c'est très difficile à réaliser, c'est de reconnecter le malade à son environnement affectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire inviter des chanteurs algériens qui leur chantent en arabe, faire du théâtre, jouer au football, parce qu'ils ne s'intéressaient pas aussi. Il a encouragé à ce qu'on célèbre aussi le Mouloud. Le Mouloud, exactement. Il a recruté un imam pour conduire les prières. Et après, il a découvert que dans son service, il a un malade. Ça, c'est pas dans le film, on ne peut pas tout mettre dans le film. Il découvre qu'il y a un malade qui était imam, donc c'est lui qui va... etc. Et pour le théâtre, pareil, avec le grand chanteur Abdelrahman Aziz, qui très faisait... belle séquence. Même d'archives à la fin du film. Même que j'ai retrouvé, oui. Alors, une figure du film aussi, vous faites un clin d'œil à une figure assez importante de l'histoire algérienne. Il s'agit de Hafiz Ahmoud, première militante, une des premières médecins algériens et une des premières militantes du FLN. Elle a été aussi ministre dans les années 90, ministre de la Santé du gouvernement Roseli, je crois. Ironie de l'histoire, c'est ça, l'histoire a de l'ironie. On nous dit que la femme algérienne a été complètement niée, elle n'existe pas dans le corpus social, même historique. On voit qu'avec Nafissa Hamoud, qui a fait partie aussi des premiers rangs révolutionnaires féministes algériens. Oui, et surtout parmi les premières femmes médecins et dans le monde. Parce que même en Europe,
les femmes étaient infirmières. Elles commençaient à devenir médecins à partir de la fin, après la guerre, juste avant, dans les années 39-40. Et donc, elle était parmi les premières. Et Fanon, qui a été invité par les scouts musulmans algériens, a accepté de donner une conférence parce qu'il était très méfiant vis-à-vis des Français d'Algérie. Mais invité par des étudiants musulmans, c'était une soirée de Ramadan. Et là, il rencontre Nafisa Hamoud et Aslah et d'autres médecins qu'il a recrutés par la suite à l'hôpital. On tient à préciser que vous avez respecté, parce que les dialogues sont d'une précision, on se demande d'où vous avez tiré. En fait, vous avez tiré du journal même de France Fanon et vous avez essayé de... C'est pour ça que votre film est intéressant à plus d'un titre, puisque vous nous faites vivre vraiment le quotidien de Fanon, l'Algérie de l'époque, même les stigmates des malades algériens avec cette double administration coloniale, à savoir l'administration médicale, mais aussi l'administration militaire. Mais en France, ce Fanon que vous nous présentez semble déranger encore. On n'aime pas trop Fanon en France, on ne l'étudie pas très peu, on n'en parle quasiment pas. Comment vous l'expliquez C'est simple. Fanon était un médecin-chef nommé par décret ministériel. Ça veut dire que c'était un haut fonctionnaire de la France qui a rejoint le FLN. Et donc, c'est resté. Il est considéré comme un traître, officiellement. Parce que quand j'ai fait mon documentaire en 2002, je dirais jusqu'en 2007, où l'UNESCO a organisé la première fois un colloque sur Frantz Fanon à Paris. C'était organisé par l'UNESCO, mais il semble encore dérangé puisque mon film, il est très demandé en France, mais il a un distributeur, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas très envie de le sortir en salle. Je ne sais pas, ça dérange, d'ailleurs même dans les autres pays, malheureusement. Parce que ça rappelle l'actualité, ça rappelle la colonisation israélienne. C'est une résonance avec ce qui se passe, le génocide palestinien. Fanon est atteint d'une leucémie, il est diagnostiqué en 59-60, je crois. Il décède dans le Maryland aux États-Unis. C'est un certain John Kennedy et le département d'État qui affrète un avion pour le transporter vers Tunis. Et fait assez exceptionnel. Les moudjahidines algériens font tout pour transporter Fanon de Tunis à travers la ligne Chal et pour qu'il soit enterré en Algérie, c'est-à-dire au mépris de la ligne Chal, des mines, de la soldatesque coloniale. Ils ont sacrifié, ils ont mis leur vie en jeu pour que Fanon soit enterré en Algérie. C'est un fait tout à fait exceptionnel. Oui, Fanon, en fait, il faisait l'unanimité chez les révolutionnaires algériens. Il y avait des inimitiés, comme dans chaque révolution. Mais Fanon faisait l'unanimité. Il était aimé aussi bien par les militaires que par les politiques, que par d'abord militant dans le journal Moudjahid. Il était fondateur, il avait une facilité d'écriture, de rédaction. Ensuite, il devient ambassadeur du GPRA. Et quand il tombe malade, très jeune en plus, et d'une intelligence, d'une vivacité, c'était très dynamique. Donc on voulait le sauver coûte que coûte. On voyait d'abord en URSS, après aux USA. Et puis il écrit à un ami, il est mort en décembre, il lui dit c'est quand même stupide de mourir ici à Washington au milieu du brouillard, alors que je suis médecin, je savais que j'allais mourir. J'aurais dû mourir au maquis, au fait. Donc, au fait, la mort de Fanon, c'est un film. Je pourrais faire un autre film rien que sur la mort de Fanon. Donc, transporté grâce à Mohamed Yazid, qui connaissait la classe politique américaine, un avion affrété, qui était, cela voulait dire une reconnaissance de l'État algérien avant l'heure, parce que c'était un transport officiel affrété par le gouvernement américain, à Tunis. Président du GPRA, Karim Belkacem à l'époque, il lit l'oraison funèbre, filmé par des grands cinéastes, c'est filmé, il y a un film de l'enterrement. Et après, on le transporte jusqu'à frontière tunisienne, parce qu'il a laissé un vœu, il a dit « Je veux être enterré parmi les siens, parmi mes frères algériens ». Dernière question, Abdenour Zahzah, Fanon et la Palestine, Fanon et le Sahara occidental, Fanon et
et beaucoup de choses avec, on voit ces découvertes, en tout cas ces intuitions sur l'aliénation et le colonialisme sont encore d'une brûlante actualité. Certains écrivaillons, justement, ont attaqué l'histoire de l'Algérie dernièrement. On voit ce procédé d'aliénation fait encore beaucoup de victimes. Bien sûr. Fanon a encore raison, plus que jamais. Mais bien sûr, mais il était justement l'intelligence de Fanon. Il n'a jamais nommé ni l'Algérie ni la France dans ses livres. Il parlait du statut du colonisateur et du statut du colonisé. Et donc c'est valable pour le Sahara occidental ou la Palestine. Ça reste. Il a théorisé. Il a théorisé c'est quoi la colonisation. Cliniquement, en tant que médecin, en tant qu'humaniste, pour le bien de l'humanité, pour le bien, y compris des colonisateurs eux-mêmes. Parce que coloniser, c'est aussi un acte qui n'est pas sain. Qui n'est pas sain. Autant être colonisé que coloniser, c'est pas sain. Et ça crée du désordre psychique et ça fait des dégâts immenses. Fanon a parlé de ça. Il a dit, même après les indépendances d'ailleurs, ça laisse des dégâts incommensurables. En fait, c'est pour re-soigner, repenser les blessures. Il a dit d'ailleurs, j'ai fini mon film avec cette citation que je l'ai oublié, qu'il fallait penser encore les blessures faites à nos peuples par le déferlement colonialiste pour des années encore. Est-ce que vous en avez fini avec Frantz Fanon, puisque vous êtes un spécialiste, vous avez fait un documentaire, vous avez restauré sa maison, vous avez fait un film, il y a beaucoup de choses encore, il y a tellement de créations ou d'œuvres dédiées à cette figure qui est inépuisable. Pour un réalisateur, en tout cas. Pour le cinéma, j'ai fini, mais quand même, grâce au film et grâce au ministère de la Santé et l'hôpital, nous avons créé le musée Frantz Fanon à Blida. À Blida. Oui, qui... c'est sa maison, bon, hein. C'est la maison de fonction, oui, la villa de fonction, qui est un très bel espace qui pourrait être un musée bien sûr qui n'est pas au sens culturel, mais au sens de la santé mentale. Il faut que ça soit un musée pour la santé mentale. Et aussi, 2025, dans quelques jours, Fanon est né en 1925, donc le centenaire Frantz Fanon sera célébré un peu partout dans le monde. D'ailleurs, j'ai reçu déjà des invitations de la Tunisie, de l'Italie, etc. J'espère qu'on va organiser un beau centenaire chez lui à Blida. On sera là, on l'espère nous aussi. Frantz Fanon, un film d'Abdenour Zaza. Félicitations pour votre œuvre et merci. Précipitez-vous, chers téléspectateurs, grand moment d'histoire, de mémoire, de cinéma. Enfin, il y a tout ça et encore, vraiment, c'est une expérience que je conseille vivement personnellement aussi. Abdenour Zaza, merci, je vous dis à bientôt. C'est moi.